Vidéo 1. La colonne vertébrale, les bases anatomiques pour comprendre son fonctionnement et ses pathologies. La colonne vertébrale est un système articulé composé d'un ensemble de vertèbres superposées. Même si fonctionnellement, l'ensemble travaille en interaction, on peut anatomiquement distinguer des portions différentes. La colonne cervicale, composée de 7 vertèbres, elle correspond à notre nuque de la base du crâne jusqu'à la cage thoracique. La colonne dorsale ou thoracique, composée de 12 vertèbres qui s'articulent également avec 12 paires de côtes pour former avec le sternum la cage thoracique. La colonne lombaire, composée de 5 vertèbres, forme le bas du dos, entre la cage thoracique et le bassin. C'est la zone qui souffre le plus souvent des contraintes de la gravité. Le sacrum, composé de 4 vertèbres soudées, il forme un bloc qui fait la jonction entre la colonne et les autres os du bassin. Sa partie inférieure s'articule avec le coccyx, vestige osseux de la fin de la colonne qui formait une queue. Il est parfois aussi impliqué dans les pathologies douloureuses. Les vertèbres, vues de profil et vues du dessus. On peut distinguer plusieurs parties qui se distinguent par leur forme en lien avec leur fonction et les autres structures. Le corps vertébral, la structure la plus massive de la vertèbre qui donne insertion au disque intervertébral, elle constitue la partie avant de la vertèbre. L'apophyse épineuse, excroissance osseuse permettant l'insertion de muscles et de ligaments ayant pour but l'articulation de vertèbres entre elles. C'est la partie la plus postérieure, ce sont les petites boules que l'on voit ou que l'on sent dans le dos. Le canal rachidien est un canal formé par la superposition des vertèbres qui contient le système nerveux de la moelle épinière. Les facettes articulaires, au nombre de 4 par vertèbre, 2 supérieures et 2 inférieures, permettent l'articulation mécanique des vertèbres entre elles. Leur orientation diffère d'un niveau à l'autre, ce qui définit les axes de mobilité. Le foramen jugulaire ou trou de conjugaison est, comme son nom l'indique, un trou qui apparaît par la superposition des vertèbres, composé à moitié par la vertèbre supérieure et à moitié par la vertèbre inférieure. Il est délimité en avant par le disque intervertébral et en arrière par l'articulation des facettes articulaires. Il permet le passage des racines nerveuses qui lient la moelle épinière au nerf périphérique. La moelle épinière qui passe verticalement dans le canal rachidien avec les racines nerveuses passant par le foramen jugulaire. L'unité fonctionnelle de la colonne vertébrale, c'est la structure de base nécessaire au fonctionnement de la colonne. L'anatomie classique nous apprenant que les os sont comme la charpente de notre corps, il est logique de croire que l'unité fonctionnelle serait une vertèbre. Mais il est maintenant évident que ce n'est pas le cas. L'unité fonctionnelle de la colonne vertébrale est le segment articulé comprenant la moitié de la vertèbre supérieure, la moitié de la vertèbre inférieure et l'ensemble de son système articulaire. Même dans le développement embryologique, on peut constater que cette unité se développe ainsi, et ce n'est que dans un second temps que les demi-vertèbres se soudent pour former l'os que l'on connaît jusque-là. Ce système articulaire est constitué en avant du disque intervertébral reliant les corps vertébraux. Le disque est composé de 2 structures. L'annulus fibrosus, ensemble fibrocartilagineux fortement hydraté, composé de fibres obliques disposées en alternance de manière circulaire autour du noyau, formant ainsi une sorte de capsule de contention. Et en son centre, le noyau ou nucleus pulposus, structure viscoélastique hautement hydrophile plutôt gélatineuse. La surface des corps vertébraux qui donne insertion au disque intervertébral est recouverte de cartilage hyalin poreux permettant les échanges de liquide entre les disques et les corps vertébraux. En arrière, les articulaires postérieurs formés par l'articulation des facettes articulaires supérieures et inférieures, le foramen jugulaire que l'on voit bien ici formé par l'assemblage des 2 vertèbres. La mécanique locale de l'unité fonctionnelle se décompose en 2 mécaniques sensiblement différentes qui travaillent ensemble, le système discal et le système articulaire. Tout d'abord, attardons-nous sur le fonctionnement du système discal, le disque intervertébral. Comme expliqué précédemment, il s'insère sur les corps vertébraux. Par sa haute teneur en eau, il agit comme une sorte d'amortisseur hydraulique répartissant les pressions subies par la gravité ainsi que lors des mouvements. Par ailleurs, le disque n'est que très faiblement vascularisé. C'est donc un autre phénomène qui se charge de sa nutrition et non la vascularisation classique. En interaction avec sa fonction, via un jeu de pression, c'est la déshydratation et l'hydratation discale, phénomène expliqué plus en détail dans la vidéo sur les discopathies. Lors des phases de charge, telles que la posture debout ou assise, et lors des ports de charge, les vertèbres sous-jacentes exercent une pression qui se répercute sur le disque.
Afin d'égaliser les pressions extrinsèques subies avec les pressions osmotiques intrinsèques, les liquides contenus au sein du disque vont migrer vers les corps vertébraux en traversant les cartilages hyalins poreux des plateaux vertébraux, entraînant un phénomène de déshydratation progressive, diminuant de ce fait la hauteur du disque. Le système des articulaires postérieurs. Chaque vertèbre comporte deux facettes articulaires supérieures qui s'articulent avec les deux facettes articulaires inférieures de la vertèbre du dessus. Chaque articulaire est enrobé d'une membrane qui, comme un ballon, renferme la facette supérieure et la facette inférieure, ainsi que le liquide articulaire. C'est la capsule articulaire. Les facettes sont orientées face à face et recouvertes d'un cartilage articulaire. Entre les deux, le liquide articulaire qui permet le mouvement et l'hydratation du cartilage. Lors d'un mouvement d'extension, les vertèbres vont s'incliner, engendrant un pincement postérieur. Au niveau des facettes, on peut voir un glissement en convergence d'une facette par rapport à l'autre, avec en fin de course un rapprochement des surfaces cartilagineuses. Lors d'un mouvement de flexion, les vertèbres s'inclinent vers l'avant, amenant un pincement antérieur avec un glissement en divergence des facettes, montrant également un rapprochement des surfaces cartilagineuses en fin de course. Si on prend du recul et que l'on observe l'ensemble des vertèbres lombaires, on constate que la colonne lombaire n'est pas droite. Elle forme un arc cambré vers l'arrière. C'est dû à un déplacement des vertèbres vers l'avant pour s'adapter à la gravité en position verticale debout. Cette adaptation en lordose de la colonne lombaire a aussi des répercussions sur la colonne dorsale en syphose et la colonne cervicale en lordose. À l'intérieur de la colonne, dans le canal rachidien, on trouve la moelle épinière. Elle fait partie intégrante du système nerveux, c'est la prolongation de notre cerveau. Elle se décompose en racines nerveuses progressivement à chaque segment articulaire de la colonne, formant les nerfs cervicaux, thoraciques, lombaires, sacrés et coccygiens. Pour être précis, la moelle, composée de matière neurologique grise et blanche, ne descend que jusqu'à la deuxième vertèbre lombaire. En dessous, il ne s'agit plus que des nerfs. À chaque segment, la racine nerveuse se compose d'une partie postérieure plutôt sensitive, d'une partie antérieure plutôt motrice, ainsi que de fibres ortho- et parasympathiques. Le système nerveux peut se décomposer en deux grandes catégories. Le premier, le système somatique. Il reprend l'ensemble des nerfs sensitifs et moteurs du corps. Les territoires sensitifs sont relativement bien définis par rapport à leurs racines nerveuses d'origine. Il en va de même pour les territoires moteurs qui commandent les muscles. Le système végétatif reprend le système orthosympathique et parasympathique qui régule l'ensemble des systèmes automatiques, tels que la digestion, le rythme cardiaque, le diamètre des artères, le fonctionnement des glandes, des reins, etc. Mais ils peuvent aussi influencer la sensibilité et le tonus musculaire. La bonne mobilité de chaque segment de la colonne permet aussi le bon fonctionnement de ce système. Une perturbation de la qualité de cette mobilité peut perturber ce système, donnant une hypersensibilité, des spasmes musculaires et même des changements dans la qualité des tissus environnants. Inversement, une perturbation viscérale peut transmettre par ce système des perturbations autour des segments correspondants, perturbant ainsi la qualité de leur mobilité. La colonne vertébrale est une structure très importante pour le bon fonctionnement de tout le corps. Elle est essentielle dans la posture. Sa mécanique est complexe tant localement que globalement. Elle est en relation directe avec les structures nerveuses. Son fonctionnement peut influencer la sensibilité dans la zone correspondante par le système somatique. Son fonctionnement peut influencer les viscères et le système végétatif non volontaire. Et les problèmes viscéraux peuvent influencer le bon fonctionnement de la colonne. Cette vidéo ne doit pas être considérée autrement que comme une information complémentaire, servant de support d'information. Elle ne peut en aucun cas se substituer à l'avis d'un professionnel de la santé. Vous pouvez également regarder les autres vidéos publiées ou qui vont l'être progressivement sur les maux de dos, les discopathies et hernies discales, les blocages du dos, les problèmes de bassin. Merci et à bientôt.